spread out along the road. And I've been weak when my Lord was calling. The water will take our load. On the day that you were born, legions laid down their arms. On the day you lost control, legions leapt for your throat. Tell me I'm wrong. Is the face in the water unmistakable? Like's the color of the sea when it's free from the light of the sun. Your crystal ball. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. 2 équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend! Salut, ici Phil Lacroix. Le mardi 14 octobre, j'anime le lancement du 3e album du groupe The Garlics au Théâtre Plaza à Montréal. Rends-toi sur thegarlics.com et télécharge ton billet gratuitement. Le 14 octobre, assiste au spectacle et reçois 5 $ de rabais chez FF Pizza. De quoi te payer une bonne pizza. Je t'invite donc à vivre l'expérience The Garlics le mardi 14 octobre au Théâtre Plaza. La vie est trop courte, j'ai la vie sans aucun doute. Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. Le FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Chacun sait qu'une marée noire en Arctique aurait des conséquences catastrophiques. Ça n'empêche pas les pétrolières de vouloir y forer pour du pétrole. L'Arctique, c'est pourtant notre climatiseur mondial. Et il a besoin de protection, maintenant. Rejoignez Greenpeace pour le Ice Ride Montréal le 4 octobre au Parc Laurier. Visitez iceride.org pour plus d'informations. Ice Ride le 4 octobre à Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'ai lu la cantatrice chauve, j'ai rien compris. On est en train là, c'est gênant ce que je viens de dire là. Ça va, on commence en force, on a déjà un appel. Mon Dieu. OK, décidérez. Oui! Salut tout le monde, c'est Dominique, directement du Festival de la Fête! Ah, OK, on part rough un peu. Oui, OK, salut Dominique, ça va? Ah, ça va! Ici, on rit tout le temps! C'est pas là. Oui. Oui, OK, ben ça fait longtemps que t'es là? 3 mois! T'as pas l'air bien. On hein? rit! OK. On peut pas dormir parce qu'il y a toujours des yeux qui nous regardent! Des yeux sans paupières! Puis ils nous regardent! Ben merci beaucoup Dominique. Ouais, OK, ça va bien Dominique. Est-ce quelque chose que tu voulais ajouter?
le plaisir éternel. OK, puis si on veut aller te rejoindre, t'as-tu l'adresse? Le festival La Fête. OK, merci beaucoup. Suivez les crânes. OK, merci beaucoup, Dominique. OK, bye. Et il Ça va fait bien. un mois, je mange juste la barbe de papa. On va te laisser Pas de changement. OK, ouais. OK, bye. C'est très bande passante comme call. Il va bien. Ben, il va bien, ça fait 3 ouais, mois. il va bien, il a l'air en forme. Ben voilà, si vous voulez rejoindre Enfin Dominique, sorti de ben, cette dépression si vous voulez rejoindre suicidaire. Dominique, il faut suivre les crânes. Suivez les crânes. Semble-t-il. Ça, c'est bien notre dodo. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. OK, Décidérez, 2 millième émission. On est très contents. On a avec nous Nicolas. Bonjour. OK, Maxime. Oui, j'ai très mal à la tête. Shout-out à l'espace public. Shout-out espace public. Qu'est-ce que tu faisais là? J'ai profité de la vie, les amis. Faut se reposer des fois, faut laisser aller le fou. Faut se reposer? Faut se reposer. Ça pas l'air très reposé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu contradictoire. C'est un mauvais choix de mots, là, je trouve. On a Étienne Forêt, Bonjour. DJ Georges lui-même. On est très content. Comment ça va? Comment va ton fils? Est-ce que ses dents ont poussé? Ses dents, oui, ça fait un petit bout de temps, là. Il a quel âge? Hein? 14 ans. OK, parfait. Et on est très, très content. On a avec nous Éric Falardeau. Hey, bon matin. Qui est à sa 2e visite à Décidérez. Oui. Moi, j'ai un petit peu mal aux dents. J'étais à l'espace Pubis hier. Je vais le surveiller, lui. Et on a Simon Lapierrière. Bonjour. À ta première visite à Décidérez, mais j'ai cru comprendre en 5 minutes que c'est pas ta première visite à Choc. Ah non, Loin mais je de là. pense pas que j'ai le droit de parler de ça en ondes. Bon. Par contre, j'ai amené de quoi? OK. Parce que c'était ma fête la Ça amené semaine de la boisson. dernière, puis aujourd'hui, Éric Falardeau, il m'a donné mon cadeau de fête. J'espère que c'est pas un cran. Parce qu'on passe tellement de temps Ouais, ensemble. Éric et moi, on est rendu une sorte de couple. Fait, il y avait comme pas le choix de me donner un cadeau, sinon j'allais le Qu'est-ce que bouder. c'est? Il est bien emballé. C'est le Barbie de Johnny Hallyday. Ben voyons Vraiment content. C'est vraiment beau. On va la prendre en photo pour la mettre sur la Ça, je page pensais, Facebook. ouais, c'est Ce ça. que j'allais faire. donc. Cet homme-là, je le trouve dégueulasse pour vrai. Ben, comme dans la vie. là. Mais sa poupée est magnifique, par Ah contre. oui, c'est beau. Ouais. Je devrais en faire une d'Éric Lapointe qui puisse faire des duos. Ah, Ça serait beau. Toi, ma gueule! Ma gueule! Qu'est-ce qu'il a, ma gueule? Ben voilà, ben, il est comme sa poupée, il vieillit pas. Hein. Il est figé dans le temps. Éric, t'es venu là 2 ans à Décidérez. Comment tu vis ça depuis? T'as connu l'effet Décidérez? Oui, ben, j'ai l'impression que je vais, après l'émission, aller à la fête. Parce que, Ouais, au bon, festival de la fête. depuis 2 ans, je me cherche. Est-ce qu'il est fréquent, Je me suis Dominique? trouvé. Dominique, oui, fréquent. Oui. Oui, il appelle. Il appelle de temps en temps. Absolument, il attend un peu avant le début de l'émission. Là, tout ça, mais je pense que là, je pense qu'il a perdu la notion du temps où il est présent. Mais au moins, il a pensé à nous appeler. On est content. Depuis ton film, Thanatomorphose a connu une belle carrière depuis qu'on s'est parlé. À ce moment-là, quand on s'est parlé, il allait faire sa première au Festival Fantasia. Oui, ben à Montréal. Et puis, depuis ce temps-là, on est distribué dans une dizaine de pays. Ça va bravo, bien. Les prix de bravo, festival. bravo, Merci bravo. beaucoup. Est-ce que Décidérez a joué un petit peu là-dessus, tu penses? Moi, je pense que oui. Ça a été le Merci, facteur Eric. déterminant Oui. qui nous a inspiré aussi. T'es quelque gentil. part. Ben oui, lui, il est fin. La Régie du cinéma du Québec lui a accordé la note de 18 ans et plus. Ça t'a fait Ben un oui. petit baume? Ça me fait mal un petit peu. Je pense que j'étais triste. Je m'attendais à avoir un 13 ans et plus. 13 ans et plus. Voyons, t'es malade. Il y a des filles mais- qui font, là, puis qui Parce que crachent du ce que tu sperme. dis pas, c'est que son intention avec Thanatomorphose, c'était que ça jouait ciné-cadeau. Oui. Et à cause de la régie, ça n'arrive pas. Ben, c'est pour ça que le film durait 1h40. Je me suis dit, avec les coupures, 1h20, Ça c'est des arrêtait cadeaux, pas. c'est Après parfait. les 12 travaux d'Astérix. là, Ouais, c'est c'est ça. Les 12 travaux de Laura. Mais non, ça Ouais. s'est très bien passé. Puis on est très contents. On travaille sur le prochain film en ce moment. Thanatomorphose Puis on va 2? Non, du Non, il y a tout. pas On va la être un mère petit à peu... la fin. Il va y avoir un petit peu moins de fluide, disons-le. Oui. Ouais. Ben oui, je t'avais reproché que j'avais trouvé le sperme pas super réaliste. Je te l'ai dit, j'ai été honnête. Oui, je suis d'accord. Mais Ben, si tu veux, j'avais pas mangé assez cette journée-là, donc j'étais pas consistant. Ouais, voilà. Mais sinon, tout le reste était fort réussi, bien sûr. Et je conseille tout le monde de l'écouter rapidement. Comment on fait pour écouter ça? On peut aller directement sur iTunes. Il est sur sinon, iTunes. sinon, ouais. il est dans tous les bons magasins au Québec, Archambault, Boîte Noire, à la BNQ pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui sont étudiants. Ouais. Donc, vous pouvez l'emprunter. Puis, vous savez où me trouver. Thanatomorphose.com. Voilà. Puis, les bêtises peuvent rentrer. Allez voir les bêtises. Allez voir ça en grand nombre. Je vais commencer en nouvelle brève. Évidemment, on ne peut passer sous silence la mort de la boule. Hey. Triste nouvelle. À Framboyard. La boule qui est... Je ris, là. Oui, c'est pas drôle. Je sais. Voyons. Ben, la boule qui était quand même une source inépuisable de nouvelles brèves à Décidérez. Alors, ça sera, je présume, son ultime nouvelle brève. Ah, on sait pas, il va peut-être être canonisé. J'ai l'impression que, tu sais, l'histoire de Colette Provencher avec une boule verte derrière elle. Ça a peut-être rapport. À mon avis, c'est notre ami la boule qui prépare un petit quelque chose. S'il fait 2 miracles après sa mort, il peut devenir Sainte Boule.
Et la boule. La boule serait canonisée. Il y a quand même de quoi là-dedans. Le boulet canon. C'est drôle parce que... T'as pas vu cet anglais-là? Je lui souhaite ça. Un beau jeu d'esprit. J'ai terminé le dernier livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, qui parle de la naissance du christianisme. Puis je me dis, ça serait malade que son prochain projet, ce soit sur la boule. Ah oui. Ça se pourrait, ça serait intéressant. Tout est dans tout. Avec l'adversaire et le royaume. Boule. Voilà. Et Mathieu Niquette qui arrive évidemment 10 minutes après que l'émission soit commencée. Bravo Mathieu. Oui. Bravo. Bravo. Alors, c'est ça. Cet été, la boule n'avait pas pu participer au tournage de l'émission et en avait expliqué les raisons à France Dimanche. On raconte n'importe quoi. D'abord que je suis à la retraite de Fort Boyard. Pas du tout. Je suis seulement en retrait pour 1 an. Je sais pas c'est quoi la voix de la boule. Ouais, ben oui, c'est ça. La production. Oh là là! Mais il parlait pas, non? Non, il parlait jamais. Bon, c'est ça. Il parlait par son gang. Voilà. Quand même, que j'ai mis de sa voix. La production m'a assuré que je pourrais reprendre ma place en 2015 quand j'irai mieux, car pour le moment, j'ai de très gros problèmes de santé. Eh bien, il ne reprendra pas sa place parce qu'il est mort. D'un cancer de l'œsophage à 62 ans. Et rapidement, écoute, pourquoi pensez-vous qu'il s'appelle la boule? Parce qu'il est gros. Son crâne. Eh bien, non. Gros chat. Non. Il a une seule testicule? Non plus. C'est pas... Puis il dit, on va m'appeler la boule avec une glace. Non, en fait, c'est une référence à la pétanque. Ah. En effet, lui, c'est un VRP, je l'ai googlé. C'est un voyageur représentant et placier pour l'entreprise Obus, qui était le leader mondial de la boule de pétanque en acier. Ben là. Il a été repéré par un producteur et on lui a offert le rôle d'homme fort qui emprisonne les candidats malheureux dans la prison de Fort Boyard. Alors voilà, à cause de la pétanque, c'était la boule. Je viens de me rendre compte que tous les personnages de Fort Boyard n'ont pas l'usage de la parole, sauf le père Foura. C'est vrai qu'il lui en abuse. Peut-être qu'il est ensorcelé par une énigme. Peut-être. Peut-être. Tant qu'ils ne savent pas la réponse, ils ne peuvent plus parler. Alors, Félindra et la tête de tigre sont en deuil. Peut-être que Dom va finir comme un personnage du Fort Boyard. On va mettre Mathieu en contexte. Dom nous a appelé. Il était au Festival de la Fête encore. Il est encore pris là. Ben oui. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Ah, pourquoi t'arrives à 11h11? Ben, elle voulait pas s'en aller. Oh! Arc. Non, c'est une voilà, c'est une excellente excuse. C'est la pire joke pour commencer l'émission. Oh, bon, je peux-tu revenir? Je peux-tu m'en aller? Ouais, ça puis revient. Ouais, c'est ça. On va continuer avec nos invités, à des si et des rêves. T'es l'invité à des si et des rêves. Assis-toi, ça va être le temps de parler. C'est le temps, là. Pas le temps de niaiser. Simon, Eric, comment ça va? Hein? C'est Passe-Partout qui nous parle, on n'entend pas, il est trop bas. C'est la boule! Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Vous sortez de Radio-Canada? Oui. C'est un peu la même chose qu'ici. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question là-bas? J'ai essayé de l'écouter pour voler les questions, mais j'ai pas réussi à tomber dessus. Le livre, est-ce qu'il est en librairie? Ah, c'est une bonne question. Oui. J'ai essayé de le feuilleter. Je suis allé voir Archambault, il y en avait une copie. Moi, je l'ai commandé sur Amazon. C'est parce qu'ils sont tous vendus déjà. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ben voilà. C'est vrai. Moi, je suis allé sur Amazon pour le commander, puis il restait 3 copies. Wow. Là, j'en ai pris une, puis là, elle est en chemin. C'est pas comme Vidéotron, hein. Il n'y a pas des tonnes de copies. Non, il y en avait 5 au début. Voilà. Écoute, Simon, tu travailles dans un hôpital? Oui. C'est exact. Comment c'est ça? Comment tu sais ça? Ouais, comment il a fait pour savoir ça? Parce que j'en parle tout le temps sur Facebook. Bonne réponse. C'est peut-être pour ça. Oui, je travaille dans un hôpital. Je suis chirurgien. Non, c'est pas vrai, je suis concierge. Hey, Max a déjà fait ça. Il fait ça pendant 3 ans. Ouais. À quel hôpital? À Valleyfield. Ah, ok, moi je suis au CHUM. Juste à côté. Juste à côté? Ben oui. S'il y a des collègues qui m'écoutent. Ben oui. Hey, la gang. Hey, la gang. Je fais ça depuis 2008. Ça fait un bail. Ah, ouais. 6 ans. Puis ça me passionne. Ça doit. J'aime ça, me lever le samedi matin, me rendre à l'hôpital Saint-Luc, croiser tous les survivants de la nuit qui te regardent bizarrement. Ouais. Ben, ils vont se ramasser là éventuellement. As-tu déjà attrapé une maladie? Comme l'Ebola, par exemple. Comme, mettons, l'Ebola. As-tu l'Ebola? Non, j'ai pas l'Ebola. Puis on n'a pas encore reçu un patient qui peut-être l'aurait, parce que c'est tout le temps un moment de grand suspense. Le patient il est dans la chambre, puis on n'est pas sûr de ce qu'il y a. Je me souviens du H1N1, là, le monde ça, je l'ai connu, le H1N1. Ça, la belle époque du H1N1, rappelez-vous la gang de ça. D'ailleurs, ça, souvenir. C'est très drôle parce que évidemment, le H1N1, quand il y avait une chambre à décontaminer, aucun employé de l'entretien voulait la faire, puis les patrons aimaient nous réconforter en nous disant « Mais tu sais, ce n'est qu'une petite grippe. » Ça à quoi on répondait « D'accord, mais pourquoi faut-il s'habiller en Robocop pour la nettoyer si c'est juste une jaquette, masque. » Moi, je connaissais un gars, tu sais, pour désinfecter la chambre, ça ne tentait pas d'y aller à la main, mettons. Fait que il avait pris un vaporisateur, il l'avait rempli d'eau de javel, une espèce de bonbonne, il avait
il avait shooté la chambre, pas à l'eau de Javel, à l'alcool à friction. Wow, ça ressemble à ce qu'on a fait après notre première session d'écriture pour Bleu Nuit. Oui. C'est un bon pont, ça, vers... On n'avait pas parlé d'hôpital. Non, ben... ça va faire de la radio. Parce que Simon, outre travailler dans un hôpital, tu as effectivement écrit un livre avec Éric Falordeau qui s'appelle Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Bravo, qui est en librairie depuis cette semaine. Alors, par où commencer? Bleu Nuit, on a beaucoup de souvenirs de ça, toute la gang, je pense. Quand même, t'as quel âge? Vous avez quel âge? Début trentaine. Début trentaine, ouais, c'est ça, moi aussi. C'est ça. Moi, Bleu Nuit, je me rappelle, je voulais toujours l'écouter parce qu'il y avait juste ça. Hein? C'était avant Internet, c'est dans mon cas. C'est il y avait juste ça, puis le samedi soir, je voulais l'écouter, mais c'était trop tard. Fait que je m'endormais tout le temps. Puis là, je me réveillais à l'émission. Ça change pas. Oui, ça n'a pas changé depuis. Et je me réveillais, c'était l'émission de Chasse et Pêche qui suivait Bleu Nuit. Puis là, ça me faisait ça comme chaque semaine. Mais là, se crosser sur un brochet. Maintenant, par effet secondaire, t'es super bon chasseur. Oui, au moins, par opposition, et je me masturbe très mal. Mais si tu te serais réveillé le matin, t'aurais vu Télébible. Donc, c'était peut-être mieux de te réveiller en milieu de nuit. Oui, j'avoue, à Chasse et Pêche. Ben là, je remontais dans ma chambre, aller me coucher. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est né quand, ça, Bleu Nuit? Ça s'est terminé en 2007. Ouais. Ça a commencé en 86, avec la naissance de la station TQS. En même temps. Juste pour savoir, est-ce que votre livre, c'est l'histoire de Bleu Nuit? On s'en va où? C'est plusieurs choses, en fait. Ouais, c'est bon. parce que D'abord, là, je suis pas dans le contexte. Là. On a une partie qui est historique avec l'histoire de la série qui suit celle du réseau de télévision 4 saisons parce que les 21 ans qu'a duré Bleu Nuit, ça a été les 21 ans qu'a duré TQS avant de devenir VTL. À ça se greffent des entrevues avec Guy Fournier, qui a été le programmateur de TQS à ses débuts, ainsi que Louise Cousineau, qui est la grande critique de télévision. Ouais. En plus de ça, on a des essais plus cinéphiliques où là, on revient sur les rituels qui entouraient Bleu Nuit, la nostalgie. Ouais. En plus de cela, on a des critiques de films qui ont été montrés à Bleu Nuit parce qu'on s'est dit que le lecteur, éventuellement, allait avoir envie de mieux connaître l'étrange catalogue qui était la série à TQS. Ouais. Et à ça s'ajoutent des fictions parce qu'on s'était dit que ce serait intéressant de greffer des récits qui permettraient de mettre la lumière sur certaines choses qu'un essai plus classique ne pourrait pas faire. Puis il y a des images. Est-ce que vous faisiez allusion au fait qu'on l'écoutait brouillé puis qu'on essayait de voir un... Non, Bleu Nuit, on l'écoute pas brouillé. brouillé. On n'écoutait pas brouillé, mais on fait allusion par contre à tous les autres canaux. Le grand débrouillage aussi qu'on attendait à chaque année impatiemment. Super Écran, c'était pas mal plus hard. C'est ça, quand on s'est rendu compte que Bleu Nuit, ça allait pas plus loin que ça. Honnêtement, la première fois que j'ai vu un pénis dans un film porn, je me souviens que j'ai fait comme, voyons donc. Où est-ce qu'on s'en va? Je voulais y venir, en fait. Est-ce que vous traitez de l'absence de pénis dans Bleu Nuit? Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a certains films qu'on a vu des pénis, entre autres de Fanny Hill, où on a vraiment un plan de nudité frontale masculine. Et puis la production pornographique américaine des années 90, on a tendance à l'oublier, mais faisait aussi beaucoup de place au corps masculin. On voyait beaucoup de fesses, de torse, parce que ça s'adressait plus aux couples, cette production-là. Donc, malgré tout, l'homme a quand même été représenté. C'est sûr qu'on s'entend pas la même façon que la femme, mais c'est une des choses surprenantes quand on aborde ce cinéma-là. Une des critiques récurrentes de Bleu Nuit, c'est que c'était soft. Est-ce que c'était aussi soft que dans nos souvenirs ou c'était-tu... je sais pas comment t'étais chez vous quand tu le regardais, mais... c'est de l'érotisme avant tout, Bleu Nuit. Oui, c'est ça. En fait, c'était... des plans de nudité, donc des seins nus, des fesses, aucun plan de pénétration. Les rares fois où on voyait un pénis, il n'était jamais en érection. Non, c'est ça. Donc, les actes étaient suggérés. C'était ma prochaine question. Oui, les actes suggérés. Les comédiens qui font le frotti-fotta, mais on voyait bien qu'ils n'étaient pas prêts corps à corps. Je me rappelle dans se cachaient, Black Emmanuel en Afrique. Dans Black Emmanuel en Afrique, il y avait une fille noire qui était couchée. Un gars lui caresse une fesse. Puis là, j'avais jamais vu ça. Puis là, ça m'avait comme... j'avais trouvé ça hard pour Bleu Nuit, ce bout-là. Puis ça prenait pas grand-chose. Non, ça prenait pas grand-chose à l'époque. Les temps ont changé. Ce que je me souviens de Bleu Nuit, puis vous pourrez me confirmer si c'est vrai ou si c'est juste comme mes souvenirs qui sont déformés, mais ça m'est arrivé souvent d'être frustré devant Bleu Nuit parce que des fois, c'était pas du tout un film érotique. C'était comme juste un film ordinaire qui passait là.
Puis moi, je me souviens qu'à l'époque où moi, quand j'ai commencé, je suis un peu plus vieux que tout le monde ici, j'ai commencé avec TQS. Là. J'ai vu naître le poste, puis j'ai commencé à écouter ça 86-87, puis c'était du trouble, fallait programmer le vidéo la nuit sans que les parents s'en rendent compte pour pouvoir accéder à ça. Fait que tu réussissais pas tout le temps, s'ils se couchaient tard, t'annulais le programme pour pas qu'ils voient le VCR qui part, puis qu'ils se demandent c'est quoi. C'est l'émission de chasse et pêche. Quand tu réussissais à mettre la main dessus, puis le lendemain, tout énervé, tu l'écoutais en cachette, puis c'était pas pantoute érotique, c'était une cruelle déception. Puis là était née éventuellement la légende urbaine que le premier samedi du mois, c'était sûr que c'était un film érotique. Puis est-ce que c'était vrai ça, ou on s'était juste fait des idées? C'est pas une légende urbaine. En fait, au début, Bleu Nuit a présenté vraiment, en 86, un catalogue vraiment hétéroclite. Puis, en revisionnant les enregistrements d'époque, on s'est rendu compte que, lentement, puis même on l'annonçait, donc tous les premiers samedis du mois, vous avez la sélection érotique à Bleu Nuit. Ah, donc c'était même advertisé. Mais rapidement, ça est devenu simplement de la production érotique tout le temps. OK, fait que les autres semaines, c'était pas érotique? Au début. Ça dépend pas nécessairement. Tranquillement, tranquillement, ça s'est placé. C'était coquin. Vous pouvez voir, il y a eu des films comme Dar l'Invincible, donc par le titre pourrait être un Bleu Nuit, mais ne l'est pas. Maurice Piala. Il n'a de Bleu Nuit que le Dar. Il y avait des fois des drames de mœurs. Mais en fait, tous les films de Bleu Nuit étaient présentés comme des drames de mœurs, mais des fois, ça en était des vrais, puis il n'y avait pas d'érotisme pas en tout, puis c'était très décevant. C'est vrai que c'était toujours des drames de mœurs, maintenant que t'en parles. Oui, effectivement. C'est quel film de Maurice Piala qui a joué, excuse-moi? Lola. Ah bon, ok, d'accord. Vas-y, Mathieu. Ouais, moi, j'associe beaucoup Bleu Nuit à un souvenir bien précis chez un de mes amis quand j'étais jeune. Son père, le câble passait par le vidéo. Puis quand son vidéo en haut est allumé, la télé d'en bas ne pouvait que donner le feed de la télé d'en haut. Oui. Fait que nous autres, quand j'allais dormir chez mon ami, ben là, on allumait la TV puis on espérait que son père se clenche le Bleu Nuit de la semaine. Le finalement, c'était Dar l'Invincible. Non, mais de temps en temps, c'était ça. De temps en temps, c'était d'autres choses. Mais tu sais, on avait, en plus de pas savoir si ça allait être un film érotique, on savait même pas si on allait pouvoir le regarder. C'est vrai, parler à la fin des années 80, dans les années 90, là, on était pas mal sûr que c'était un film érotique. Qui se voulait érotique. Sauf quand arrivait le rendez-vous manqué annuel qui était les Télétons, où là, c'était la Manuel Urdubi. Ou dans le temps de Pâques. Mais dans Kleenex, ta crème. Bam, le Téléthon. Donc c'est Joël Legendre. René Simard. Il y en avait pour tous les goûts. Mais les Télétons, c'était le fun quand c'était le nom de ta ville qui passait en dessous. Oui. Au moins, il y avait ça au moins qui pouvait compenser. Non, puis tu sais, il aurait pu passer Bleu Nuit pendant le Téléthon, puis il aurait ramassé de l'argent. Ça aurait peut-être été. Il a juste fallu qu'il passe encore les noms et les numéros de téléphone de ville en dessous. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Le nom de ta ville passe en même temps que le bout de Je me demandais, les amis, quand Bleu Nuit est arrivé, est-ce que la société québécoise a réagi? Y a-t-il une controverse d'avoir des films? En fait, ça a plus été ignoré qu'autre chose. Ça a été ignoré pas mal pendant toute sa diffusion. Les rares mentions de Bleu Nuit, c'était dans les médias régionaux. Quand on faisait les annonces de la programmation à venir de TQS l'automne, la nouvelle programmation, mais on a vraiment passé ça sous silence, puis on a regardé ça de haut, bizarrement. L'impression que j'avais, c'est que tout le monde l'écoutait en cachette, puis personne n'en parlait à personne d'autre. Je me souviens que j'avais bien du fun, moi, à lire les descriptions dans, mettons, le TV Hebdo. Puis c'était toujours comme ils sont toujours cotés jeu d'acteurs léger, scénario ou encore les histoires de films là, deux amants attendent leur test de dépistage du sida et ça raconte des histoires érotiques en attendant. En fait, Week-end avec Sarah. Mais tu le sais que s'il est pas coté 7, il sera pas bon. Si un Bleu Nuit coté 4, tu sais que tu seras pas l'enregistre pas celle-là. Non, ça sera pas touché. Il y a quand même eu quelques plaintes au CRTC au fil des années, dont une très drôle d'une femme qui a considéré qu'un des films, mais c'était pas un film présenté à Bleu Nuit. C'était un film et la série dans la semaine. C'était les deux, le film. Parce que ces productions-là sous-entendaient que toute femme avait un potentiel lesbien. Ah, OK. C'est pas vrai, ça. C'est pas le cas? Moi, je croyais que c'était ça. Le CRTC, je pense qu'il pense comme vous, il n'a pas retenu la plainte. C'est ça, il sait que c'est vrai, puis c'est tout. Absolument. T'es assez tranchant. Voilà. L'évolution. Ça fait plaisir. L'évolution des films à Bleu Nuit. Là, on en a parlé au début, c'était pas toujours érotique, tout ça. Je sais pas si c'est moi, mais il y avait une certaine baisse de qualité dans les dernières années. Ou c'est juste la nostalgie. Non, je pense que c'était blasé. Ouais, c'est peut-être la nostalgie aussi, je sais pas, mais ce qui jouait à Bleu Nuit en 2006-2007, ça commençait à être le fond du tiroir. Là. D'autant plus qu'avec Internet, je pense qu'il y avait de moins en moins de gens qui regardaient Bleu Nuit. Il faut pas oublier qu'à un moment donné, on passait presque juste des reprises, donc quasi uniquement cela. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, revoir le même Emmanuel 150 fois. Black Emmanuel, la main sur les fesses. Parlant je vous pose la question, est-ce que Emmanuel est la reine de Bleu Nuit? Ah, bien sûr. Bien sûr, oui. C'était vraiment fortement associé. Sylvia Christelle, effectivement. Il y a combien d'Emmanuel? Ok, c'est la comédienne. Elle est décédée, hein?
Oui, il est décédé il y a quelques années de grandes douleurs d'un cancer de la gorge. Est-ce que Bleu Nuit lui a rendu hommage? Pas de blague à faire là-dessus. Non, évidemment. Ben, il y aurait une joke avec Deep Throat. Non, Ben, on la fera pas. On y a pensé. Je pense que même la dernière année à TQS, il y avait un équivalent de Bleu Nuit tous les soirs. Ça se peut-tu? Une espèce de... Ben, en fait, c'est que au tournant des années 2000, la production, c'est vraiment, à caractère érotique, c'est vraiment étendu à pas mal tous les jours de la semaine à TQS. Donc, au-delà des émissions de fiction, il y avait aussi toutes les Sex et Confidences, ces choses-là. Donc, il y a aussi toute la production de Marie Lozic, qu'on pense à Série X, puis ces affaires-là. Puis, le soir, à 10h, à 10h30, il y avait les séries qui jouaient. Donc, Aphrodisia, Palm Spring Hotel, Le Voyeur. Donc, lentement, on a mis vraiment sur le riz avec France Castel, on a mis du sexe un peu partout dans la programmation. Donc, non, t'as pas tort. Là, tu pouvais faire ton affaire tous les jours de la semaine. Je me rappelle plus, est-ce qu'il y avait les Lady Chatterley dans les Bleues Nuits? Le film n'a pas joué à Bleu Nuit, mais la série télévisée, il y a une série en fait, il y a eu une adaptation dans le cadre de la série qui s'appelait Série Rose, qui était 13 épisodes adaptés de contes, donc de Maupassant, de Marquis de Sade, puis il y avait un épisode sur Lady Chatterley. J'aime ça ta connaissance de la programmation de TQS comme ça. J'ai une vie assez remplie comme vous en Absolument. Ça a joué plus longtemps finalement que les Pierres à feu ou les Simpsons, au bout du compte. Peut-être pas les Simpsons. Peut-être pas les Simpsons. Ils sont encore là. Ben, je terminerai. Est-ce que la porn a tué Bleu Nuit? Qu'est-ce qui aurait tué Bleu Nuit? Après 21 ans quand même. Ouais, je serais porté à dire ça. L'Internet. L'accès à la pornographie, l'Internet. Bleu Nuit pouvait plus répondre aux attentes des érotomanes. Quand tu as YouPorn, regarder un film à Bleu Nuit, c'est comme... Aussi, t'avances tout le temps le film, puis tout. Mais un retour de Bleu Nuit, c'est peut-être? comme faire un casse-tête 16 pièces. Là. C'est ça, exactement. C'était le fun au début. Ouais, c'est ça. Je voulais commencer par la liste de vos collaborateurs. J'ai oublié, on va finir avec ça. Oui. Ils sont très, très nombreux, puis c'est quand même impressionnant, tous les témoignages que vous avez eus. Puis, vous en avez quelques-uns ou toutes? Il y a... les gens de l'UQAM reconnaîtront Samuel Archibald, qui contribue à l'essai de fermeture du livre, qui porte justement sur l'impact de la pornographie par rapport au cinéma softcore. Christophe Bière qui a dirigé le dictionnaire du cinéma pornographique français en 16 mm et 35 mm, qui est un grand spécialiste sur le sujet. Qui nous a écrit un texte formidable sur la comédie désolante française, qui a quand même été très bien représentée à Bleu Nuit avec L'émir préfère les blondes et L'espionne qui venait du show. L'espionne qui venait du show. Des bons films. Ouais. Un illustre inconnu qui a gagné simplement quelques Gémeaux récemment, Jean-François Rivard, de Série Noire. Qu'est-ce qu'il fait lui dans le livre? Il nous écrit il nous a proposé un projet de scénario d'un film qu'il a soumis à Bleu Nuit dans les années 80. Donc vous avez un scénario de la suite d'un film Ninja Detective 2. Ouais. Parce que l'idée, c'est on commence par une suite parce que les gens vont se dire... Ça doit être bon s'il y a une suite. Exactement. Très fort. Il était brillant quand il était oui, déjà. Dès un très jeune âge. Autrement, Simon Lacroix, qu'on connaît tous pour Total Crap. On voulait un article sur tous ceux qui ont archivé Bleu Nuit par des enregistrements sur vidéocassette et qui de mieux que Simon pour témoigner de ça. Mais sinon, plein d'autres collaborateurs, Marco Deblois à la Cinémathèque québécoise, Édouard Bande, donc l'auteur culte, David Didlot, Stéphane Dumais-Dilneau, Marie-Josée Lamontagne, Marie-Laure Titley, Manon Dumais, la critique Marie-Laure Titley, qui est la sœur de Gabriel. Oui, qui fait des illustrations, dans le livre, effectivement. Oui. Salut Gab, elle nous écoute d'ailleurs. Allô Gabriel. Salut Gab. Ouais. Salut Gabriel. Salut Gabriel. Mais longtemps, je t'ai vu, Gab. Moi, je l'ai vu hier soir. Je voulais pas que je m'en aille avec mon vélo, parce que j'étais trop sous. Mais toi, tu l'as fait pareil parce que personne dit à Julien quoi faire, tabarnak. C'est ça qui arrive. Personne, esti. Bon, Mathieu, c'est bon. Continue, Eric. Oui, je continue. Alexandre Fontaine-Rousseau de Panorama Cinéma. Puis, on parlait des illustrateurs. On a aussi des beaux dessins de Jimmy Beaulieu, Caton, Pascal Girard et la déjà nommée Gabriel Titley. Oui. Qui est debout à cette heure-là, même si elle a brossé hier soir. On nous écoute en différé. Peut-être. Ouais. Donc, le cinéaste Karim Hussein, plein de beau monde. C'est un très, très beau livre. Je l'ai tenu dans mes mains hier au Archambault, puis sérieusement, ça vaut... Tu le trouvais pas trop lourd? Non, ça. Puis je suis pas fait fort, puis je l'ai pas trouvé trop lourd. Faut le faire d'une main. Il y a vraiment aucun point négatif. Il est magnifique, il est drôle, il est intéressant, puis c'est un sujet qui touche qui touche tout le monde, même si personne va le dire. Moi, j'ai très hâte de le recevoir. Ça me donne envie de me masturber. Bon, Maxime, ok, c'est ça. On va terminer avec la toune d'Emmanuel. Étienne, t'avais ça? Ben oui, j'avais préparé ça. J'ai la version de Anne Anderson qui, en 1975, nous chantait
Emmanuel. Je sais pas ce qu'on veut dire par la toune d'Emmanuel. C'est la chanson thème du film. Oui, okay. mais c'est ça, avec des paroles. Check bien. Écoute, à d'ici et des rêves. Une petite réjouissance. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes comme un soupir sur leur désir. Tu es si belle, Emmanuel. Cherche le cœur, trouve les pleurs. Cherche toujours, cherche plus loin. Viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Bonjour, ici Samantha Ardente. Quand je ne suis pas sur le point de feindre l'orgasme, j'écoute des si et des raies. C'est ça que ça donne quand c'est Nicolas qui fait des indicatifs. C'est Nicolas. C'était pas ma voix, ça. Ah non, c'était Samantha Ardente. C'est Samantha Ardente. Vous parlez. Non, c'est pas Nicolas? Non, ben, ça me semble Ça avait été Nicolas, il aurait dit bonjour, je suis Nicolas. Ouais, t'as bien raison. C'est tellement un sujet vaste là, qu'on est là, puis on parle. Tout le monde a 1 million de souvenirs de Bleu Nuit, c'est incroyable. Ben moi, j'en ai un que j'aimerais rapporter, si tu me le permets, Julien, parce que Je te Julien le nous a permets. beaucoup aidé à monter la liste des films présentés à Bleu Nuit. On l'envoyait chercher des boîtes et des boîtes de TV Hebdo à la Cinémathèque. Et le souvenir que je garde de ça, c'est qu'Éric et moi, on travaillait dans le fond de la médiathèque, juste à côté de l'imprimante. Où je travaille, oui. Puis on nommait les titres des films. Donc, par exemple, le samedi 4 janvier 2003, Aveu érotique 5, on prenait ça en note. Mais comme on était à côté de l'imprimante, il y avait toutes les jeunes bachelières qui allaient imprimer leur documentation. Fait nous, on était les deux gros pervers cachés dans un coin, parce que là, je dis ça, Aveu érotique 5, c'était pas comme ça qu'on disait ça, c'est plus Aveu érotique 5. Et la semaine d'après, Emmanuel 3. Puis on se lisait les descriptifs, puis... Fait grâce à toi, Julien, on a eu tellement de beaux regards de mépris. Ils m'ont fait sortir des caisses et des caisses de TV Hebdo. Est-ce que tu as toutes les TV Hebdo, Julien? Non, pas à la médiathèque Guillaume Côté, de la Cinémathèque québécoise, on a tous les numéros de TV Hebdo des 50 dernières années. Wow! Mine d'or d'informations. Ben oui, alors, mais c'est ça qui est...
sais, ça peut avoir l'air, les TV hebdo, on veut pas, on le reçoit encore chaque semaine, puis personne ne consulte ça, mais tu te rends compte que 25 ans plus tard, c'est de l'info que je sais. Quand tu veux savoir ce que je joue à Bleu Nuit. Ben oui, mais quand c'est ça, comment tu veux savoir ça autrement? Puis expérience très étrange, j'ai retrouvé une journée que j'avais passée devant la télévision. Wow! Ça, j'en revenais pas parce que janvier je me souvenais avoir vu Alien 3 à TQS, puis là, je vois ça annoncé un samedi. Je me souvenais de ça un samedi, puis là, je me dis, attends, avant ça, j'avais vu un autre film. Il est là. Mais oui, je m'en souviens. C'est pour ça que j'avais pas d'amis. Mais des fois, moi, je retombe. Moi, j'aime ça sortir des TV hebdo, honnêtement. J'ai pas à le faire ben souvent. C'est pour les critiques de Martineau. C'était pas Mascotte qui faisait ça. Mais j'aime vraiment ça. Des fois, je retombe des TV hebdo que je me rappelle d'avoir vu. Mais tu sais, de 97, 98, ou je sais pas, le bye-bye de RBO de 89. Là, ça se lit si bien sur la bolle. Ça se lit. TV hebdo, moi, je le fais. D'ailleurs, je fais un petit lien. On a reçu une très belle photo d'un fan qui nous dit « Je vous écoute de mon endroit habituel, puis il est visiblement dans sa salle de bain. » OK, bon. Mais là, tu vois, je pense qu'il l'a effacé parce que ce contenu maintenant est disponible. Mais ça a été là pendant au moins 15 minutes. Il a terminé. Pour moi, sa mère, elle a dit que c'était pas propre. C'est comme, voilà. On va continuer avec Nicolas. T'es prêt, Nicolas? J'avais juste un petit souvenir, moi aussi, de que je voulais raconter. J'ai pas ton temps. Parce que j'ai été exposé très, très, très tardivement à la pornographie. Puis je me rappelle, j'avais 11-12 ans. On allait souper chez des amis à mes parents. Et puis, ces soupers venaient toujours tard. Et là, j'étais rendu assez vieux que j'avais pas à aller me coucher. Donc, j'allais dans le salon écouter la télé, mais la table était juste à droite du salon. Et puis là, il est rendu justement l'heure de Bleu Nuit. On est un samedi, puis je pitonne et je remarque que c'est ça qui joue. Donc là, c'est toute l'adresse d'un enfant de 11-12 ans d'essayer de toujours passer rapidement, me faire une petite image mentale, la prendre en mémoire pour plus tard dans ma chambre quand je vais être seul. Et puis là, j'essaye vraiment habilement parce que souvent, il se passe rien, on voit rien. Et j'arrive à une scène torride où on voit un corps de femme tout en sueur, un corps d'homme, en grand plan, où est-ce qu'on descend à partir des seins jusqu'où il faut. Et là, j'essaie de manipuler ça parce que là, ça discute à quoi? La télécommande. Ah, OK. Et puis finalement, juste au moment où il y a un extrême gros plan sur un vagin touffu, j'entends ma mère, qu'est-ce que t'écoutes? Non. Et là, j'ai été perturbé, je sais, des mois après, de qu'est-ce que c'était que ça que j'avais vu, cette espèce de vagin touffu que j'avais... Et là, ma mère qui me dit, qu'est-ce que t'écoutes? Le cœur me débat. Non, ça avait été C'était Nicolas et son vagin touffu. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est ça, qu'est-ce que t'écoutes? Tu te réveillais encore, tu te réveillais la nuit avec, qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Non! C'était troublant comme expérience. Un vagin touffu. Mais ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé, hein, mais... Non, on n'ira pas là-dedans. Les vagins touffus. Ouais, non. J'essaie de trouver un angle d'entrée. J'essaie de trouver un angle d'entrée, mais non. On continue d'abord avec des témoignages, en fait, de gens sur le Facebook. Il y a Gabriel Côté qui nous écrit « Moi, j'étais folle de David Duchovny dans le temps des X-Files. Il y avait un Bleu Nuit avec lui, les Escarpins Rouges. C'était vraiment décevant, par exemple, comme tous les Bleus Nuits. Mais les Escarpins Rouges, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est vraiment Zalman King qui a écrit ça, qui a créé cette série-là, puis que ça a lancé un renouveau du cinéma softcore aux États-Unis, puis ça a amené la vague du cinéma softcore des années 90 pour la télévision, donc tous les téléfilms, les séries, à travers Zalman King, qui avait aussi travaillé sur 9 semaines et demie. Fait que là, je viens d'envoyer de l'information et de la trivia comme ça, mais David Duchovny, il n'est pas sorti de nulle part. C'est vrai qu'il y avait le trouble de voir X-Files le vendredi et le samedi de tomber sur les Escarpins Rouges. Un peu comme si on découvrait la vie parallèle de Fox Mulder. C'est ça, Puis il jouait une femme dans Twin Peaks, en plus. Il faisait Denise. Il y a vraiment un rapport à la sexualité. Puis un pervers sexuel en Californication. Exactement. Moi, je crois que les Escarpins Rouges ont anticipé l'arrivée d'un. Je pense que c'est son angle d'entrée. Tout est là. On va reprendre le mauvais jeu de mots. Marie Adams nous dit, Adam, je pense, pardon, le ratio Zizi-Toton était très injuste pour les filles. Et il y a eu un Zizi dans un Emmanuel, celui où elle allait voir un moine bouddhiste, et c'était un dildo en bois qu'on voyait un quart de seconde. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est décevant. C'est très hétéronormatif, mais très masculin comme c'est sur s'adresse à un public d'hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, on ferait ça autrement, puis qu'il y aurait les premiers samedis du mois, il y aurait une pornographie qui s'adresse aux homosexuels ou bien aux femmes. Parce que ça existe maintenant, la pornographie pour les femmes. Moi, j'ai souvent parlé de pornographie avec des amis de filles, puis ils me disaient, entre autres, qu'eux autres, quand ils écoutent de la porn, c'est souvent des films de lesbiennes. Là. Ils se retrouvent bien plus là-dedans que dans, justement, la pénétration d'un pénis. Ah, mais là, maintenant, il y a de la porn vraiment pour femmes. Ouais, ça existe maintenant. Il y a une grande productrice. Lars von Trier, en fait. Non, mais entre autres, un candidat royal qui est reconnu pour avoir essayé de tenter de faire un peu d'expérience au niveau du cinéma pornographique féminin dans les années 80, puis qu'il y a 2 films qui ont joué à Bleu Nuit, d'ailleurs, d'elle.
Ça serait quoi, selon Mais toi, c'est Eric, que souvent, la pornographie qui s'adresserait aux femmes, ça serait quoi? Je pense qu'il y a une mécompréhension, c'est qu'on le demande pas. On demande pas aux femmes ce qu'ils veulent voir comme pornographie. On assume ce qu'ils veulent voir. Puis souvent, on propose un cinéma qui est pornographique, qui est basé sur l'émotion, en gros guillemets, mais ça fonctionne pas. Une balade à cheval. Ouais, c'est une question qu'on n'a pas gardée dans le livre, mais quand j'avais interviewé l'actrice porno Brigitte Lahaye à Paris, on avait parlé justement de ça, de la pornographie s'adressant aux femmes réalisée par Ovidie. Et je disais, moi, le problème que j'ai avec ces films pornographiques-là, c'est autant ils s'adressent aux femmes, autant je vois pas la différence entre la pornographie s'adressant aux hommes. Et Brigitte Lahaye me disait, ouais, moi non plus. Donc, mais ça, la nuance est subtile. J'aimerais ça la connaître. Ça serait mais quoi? Moi, je peux pas le savoir. C'est pas une question de zizi, voir des zizi ou pas. Parce que j'ai vu des vidéos avec beaucoup de zizi pour une seule dame, mais je pense pas que c'était destiné aux femmes. Tu vois, j'ai lu un article. Ouais, bien formulé. Je l'ai bien amené. J'ai lu un article. C'est plate qu'on tentait tout démolir ça. J'ai lu un article assez intéressant précisément sur ce sujet-là, et ça fait le pont avec ce que dit Eric sur les recherches que font et les hommes et les femmes sur YouPorn. Et c'est grosso modo la même chose, étonnamment. OK, d'accord. Il n'y a pas tant de différence, finalement. OK. On est tous pareils. On est tous pareils en dedans. J'ai un commentaire. Si un œuf brun ou un œuf blanc, il est jaune dedans. Il est jaune dedans, c'est vrai. OK, vas-y, Étienne. Sur Facebook, ici, il y a Quasi Charbonneau qui dit « C'est pas bien faire du vélo sous Bernatchez ». Voilà. D'accord, merci, Quasi. La voix de la raison. On va continuer avec Nicolas. Donc, t'es prêt, Nicolas? Pas besoin de mettre mon thème. C'est comme faire une cassure, là, quelque chose. Ça... Ben non, mais ça se suit bien parce que là, de toute façon, on parle de notre réaction à la culture. Et là, je me suis confronté à deux offrandes culturelles vraiment distinctes, mais qui ont beaucoup de similarités. Et je voulais donner mes premières impressions, mes premières émotions par rapport à ça. OK. Puisque ça m'a bouleversé un peu. OK, fait que je te mets ton thème. mais pas... Voilà. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. Ah ouais, c'est un son simple. On aurait pu mettre un façonnique au moins. Non, quelque chose comme 5 minutes, c'est cool. OK. Bon, toujours est-il que grâce à Choc, j'ai pu aller voir la générale de Nabucco, l'opéra à Montréal. Grâce à Choc? Oui, grâce à Choc, il y a eu un courriel de Choc. Voulez-vous y aller? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Puis j'ai été voir ça, et puis c'était la première fois que j'allais à l'opéra. Et puis, je sais pas si vous êtes allé à l'opéra. On a des préjugés défavorables sur l'opéra. Mais il va y avoir bientôt, c'est commencé, le Barbier de Séville, et je vous le conseille à tous, ça va être tout un spectacle. J'ai vu la version de Box Bunny, c'était bien bon. dire la même chose. Il y avait des vagins touffus dans cette opéra. J'imagine que oui, en dessous des costumes, mais c'est pas quelque chose qu'on voyait. Par contre, ce qui choquait, la première réaction en arrivant, on est content, il va y avoir un orchestre, ça va être live, tout ça. Et puis là, on a l'impression, voyons, il me semble que l'orchestre, c'est pas aussi fort que j'imaginais. Il me semble que ça, c'est pas aussi fort. Ah, mon Dieu, les costumes sont donc bien quétaines. Ah, le décor, c'est en papier mâché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment accoutumé à un degré de réalisme extrême dans le cinéma aujourd'hui. On a des costumes, on a la mise en scène, tout ça nous fait croire que c'est vraiment réel, alors qu'en fait, c'est aussi factice que l'opéra. Ouais. Et ce qui est intéressant avec l'opéra, c'est qu'on fait pas semblant que c'est factice. C'est ça qui est... En fait, on assume. C'est ça. Et non seulement on assume, mais on exprime l'ultime humanité de la chose, c'est-à-dire de mettre de l'harmonie dans le désordre. Tout est harmonieux, la musique, et la musique sort d'elle-même. Il n'y a pas de micro ou quoi que ce soit. Les voix, ce sont les voix humaines directement. Donc, je trouvais que c'était une belle messe à l'humanité qui, dans le désordre, le chaos de l'existence, mettait une espèce d'ordre et d'harmonie. Et c'est une histoire quand même assez violente, là, Nabucco. Là. J'ai toujours autant pas le goût d'y aller. Les Hébreux qui se font massacrer par Nabucco, le roi qui devient fou. Bon, le point... Non, j'entends plus rien. T'entends plus rien? On t'entend. Nous, on t'entend, par contre. C'est mon écouteur qui vient de lâcher. Peut-être tes oreilles qui viennent de lâcher. Merci, là, je m'entends. OK. Bon. Donc, toujours est-il que je trouvais ça fascinant, cette espèce d'ode à l'harmonie possible, même dans un chaos total. Et je trouvais que c'est ce qui exprimait le plus l'être humain. Et puis là, la semaine suivante, je suis allé pour la première fois voir du football universitaire à Québec. Grosse semaine, Nicolas. Oui, il sort notre Nicolas. Sport et culture. T'as amené Marianne au football? Non, mais je passais à Québec pour la fête de ma filleule, et puis j'ai un ami, il m'a dit, bon, on va aller voir le Rouge et Or.
Et puis là, je me suis dit, je vais me faire l'expérience totale avec le tailgate party. Mais Marianne n'est pas venue. Non, elle pouvait pas venir à T'es travailler. un gars d'expérience. Ben Ça, oui, c'est c'est beau, beau, hein, hein, j'aime j'aime ça ça. vivre. T'es allé au tailgate. Il a fait même? tout ça, J'ai été au tailgate, j'ai mangé des saucisses, tout le kit. Et puis là, Nicolas. on arrive là-bas et c'est une autre espèce de ben là, ça a déjà été dit aussi, c'est une espèce de messe bonnes et on saucisses. essaie de rendre tout ça épique. Et ce qui est intéressant Miam, ici, miam. c'est qu'il y a un aspect chaotique dans l'harmonie aussi du plan de jeu et les hommes qui se frappent. Et je trouvais que le football regardait plus en face l'absurdité de l'existence vers la mort, du Entouré de combat saucisses. vraiment futile, mais passager. Football, métaphore du temps qui passe. hein. Oui, avec des Oui. périodes qui sont, vous savez, c'est très rapide au début, l'horloge n'arrête pas et vers la fin, elle ralentit. C'est comme une perception inversée de notre existence où ça va très lentement au début et ça s'accélère à la fin. Et tout ça pour essayer d'amener un ballon dans une direction ou une autre. Et je pense que c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a autant d'alcool et d'ébriété dans ce genre de fête, puisqu'on voit la mort et cette mort. espèce de La mort, tentative T'as d'apporter mangé des quelque saucisses, chose. là, au tailgate. C'est vivant. Pas la Ben mort, oui, mais ça. c'est ça aussi, c'est ça qu'on côtoie. J'ai l'impression, c'est cette espèce de célébration de on va mourir, on vit pour rien. Ben, moi, je suis d'accord qu'il y a mais- une pulsion de mort dans le fond. Ah, vraiment, vraiment. Et puis, il y a cette tristesse un peu, on voit dans les yeux des jeunes familles avec qui Tu vois leurs yeux? qui poussent leurs poussettes et Elles on sont voit loin. qu'il dit je dois montrer ça à mon enfant, mais je sais pas qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce Oui. qui se passe. Et il y a une espèce de confusion Je n'aurai jamais la générale là, cheerleaders. où tout le monde est là pour le show, mais personne n'écoute vraiment le show. Ça, Comme c'est tes à Québec. chroniques, ça, on les écoute C'est à pas. Québec vraiment. aussi, peut-être. C'est puis il y a la culture de Québec aussi qui C'est me, ça. qui me fait Ça me teinte. rendre heureux aussi d'être Et maintenant à Montréal. le lien avec l'opéra, c'est quoi qu'est-ce qui unit les deux, l'opéra et le football? Ben, c'est que l'opéra, c'est vraiment pas Les deux une sont célébration, c'est comme une Les deux, j'ai pas le goût d'y expression aller. fondamentale de l'humanité, de Ouais, dire ok. le monde est chaotique, mais on va mettre de l'ordre, on va bâtir des buildings symétriques dans quelque chose qui n'a aucune loi, aucun sens finalement. Alors que le football, on accepte cette absence de sens-là en y mettant seulement des règles pour donner un semblant de but futile à l'exercice. OK. Ouais. Donc, Ok. ce serait ma Eh ben. comparation culturelle de la Ok. semaine. Bon, ben écoute, ça donne pas le goût vraiment d'aller voir. Non. ni Mais le je conseille football, ni fortement, le- je conseille fortement l'opéra. Fortement les saucisses. Malgré que C'est une chronique petit culturelle. bémol, là, je veux dire, le premier acte, j'avais les larmes aux yeux, je trouvais l'humanité magnifique. Et Mais là, bon, ben. après, au point de vue narratif, Nabucco, là, ça finit par le roi qui accepte Dieu, puis tout ça. Je veux dire, au début, il y en a une des femmes bien portantes qui rentre. Son entrée en scène, elle rentre, elle prend une personne et lui ouvre la gorge. Donc, ça fait vraiment Ça une commence entrée, bien. Le Nicolas je veux dire, punché, là. Ça, j'adorerais ça, là. Ah ouais. Un souper presque parfait. Et Assez tout ça, Vraiment. avec une harmonie magnifique. Là. Ah Mais, ben, je soupçonne que dans les deux événements, je me serais endormi. Peut-être qu'au prochain Super Bowl, pour amener justement de l'ordre dans le chaos, le show de la mi-temps, au lieu d'être U2, ça pourrait être de l'opéra. Ah mon Hey, Dieu! ce serait malade mental. Et Ouais, ça les serait Américains merveilleux redneck adoreraient si ça. ils avaient tous des micros et on pouvait les entendre jouer. Et quand ils faisaient 52-22 hot hot hot, Ouais, on les on entend en entendrait ça. italien. En fait, ça très devrait fort. tous les joueurs de football devraient être remplacés par des chanteurs d'opéra puis caler les jeunes. Ça, Ouais. j'écouterais ça. Blue, 22! Mais c'est là la limite justement entre l'opéra et le football, c'est que c'est pas complètement scripté le football. Il y a une part, chacun son plan, Ah non, c'est mais pas le complètement. plan Scripté dans le football, c'est ça qui est intéressant que l'opéra c'est un univers complètement déterminé puisque ça doit être déterminé pour être harmonieux, alors que l'autre le football, il y a une Ouais, part de chaos dans tout ça. Il y a un film de soccer où est-ce que tu suis le point de vue de Zidane. Tu connais ça, Eric ou Simon? Non. Il y a un Oui, film- oui, Ouais. c'est un documentaire, je l'ai pas vu, mais j'en ai Ouais. entendu parler. À Soccer sans frontières. Le on parlait film, de ça, c'est c'est comme. ça? Ouais, Il semblerait que c'est une merveille. Ouais, il y a quelque chose ouais. comme 80 caméras, puis tu suis le point de vue de Zidane tout le long d'un match, puis c'est ça le film. Puis, Wow. Mais il n'y a, fascinant. y a pas un plan où il frappe quelqu'un. Il avec pète sa la caméra. caméra. avant- Le film arrête quand il pète la caméra. C'était avant cet événement-là ou après? Je sais pas, Pendant? je pourrais pas dire. Ouais, c'était pendant. Je pourrais pas dire c'était quand exactement. Sinon, ben, dans le cinéma, il y a Romer qui assume dans, par exemple, Perceval le Gallois, le côté carton-pâte des décors. Il y en a qui le font aussi. Il n'y a pas rien que l'opéra, Nick, dans la vie. Ah non, mais l'opéra, c'est tout est harmonie. C'est Ou ça qui est Alain René intéressant. dans Smoking, No Smoking, il fait ça aussi. Les décors sont très carton-pâte. Quand je travaillais dans un club, Science of Sleep.
Oui, ça rien. Quand je travaillais dans un club vidéo, il y avait un client qui m'avait dit que Dogville n'avait probablement pas coûté très cher parce qu'il n'y avait pas de décor. Je disais, oui, ils ont coupé là-dedans. C'est pour ça. La démarche était une démarche socialement économique. Non, mais c'est ça, c'est tout le temps ça qu'on fait. Hein. Les artistes, on crée de quoi, puis après, on trouve une explication du pourquoi. C'est parce que Nicole Kidman, c'est pas donné non plus. C'est ce qui arrive. Merci beaucoup, Nicolas. On va continuer avec Niquette. Oui. Ok, je vais te mettre ton... Je me suis vraiment préparé pour une fois. Ça aurait été... J'aurais été triste. Non, je t'ai demandé mes nouvelles. Ah, ok, c'est pas grave. Je l'ai. Il l'a. Oh yeah! Les nouvelles Attention, des ça part. Si et des raies. On t'écoute. Avec Mathieu Niquette. Et bienvenue tout le monde à vos nouvelles des Si et des raies, édition du 4 octobre 2014. En manchette cette semaine, des jumelles nazies deviennent hippies. Oh! De nazi à hippie. La police de Kansas City voulait regarder la partie. Mon Dieu, ça rime tout ça, pas mal, Mathieu. Et on vous parle d'une nouvelle maladie, la sexomnie. Tout ça et rien d'autre. Aux nouvelles des Si et des raies. Bonjour aux gens à la maison. Très bon. C'est vraiment le meilleur thème qu'on a. Bonjour aux gens à la maison, bonjour aux collègues en studio, bonjour à nos invités. Ben oui. Bon, je tiens à vous avertir tout de suite pour ma première nouvelle. Mes renseignements sont comme l'opposé de Sébastien Ricard en char sur une piste cyclable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très chauds. Ni en état d'arrestation d'ailleurs. Non, c'est que j'ai vu passer une nouvelle datant de juin 2012. Bon, ça date plus qu'un peu, là, ça date beaucoup. Qui m'avait complètement échappé et qui parlait d'un duo musical que je ne connaissais pas. J'ai nommé le groupe Prussian Blue. Pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas connu le défunt groupe Prussian Blue, il faut savoir que c'est un horrible concept sorti tout droit du cerveau malade d'une mère de famille de Bakersfield en Caroline, Madame April Gade, qui a décidé d'utiliser ses deux préadolescentes de 13 ans, les jumelles Lynx Vaughan et Lamb Lennon Gade, pour former un duo de pop nationaliste suprématiste blanc. J'avais vu ça passer. Oui, il y a de la demande pour ça. C'était bon. D'ailleurs, Prussian Blue, c'est le nom d'un dérivé du poison utilisé pour gazer des millions de juifs durant l'Holocauste. Quand tu t'appelles comme ça. Hein? Donc, le duo était formé de deux blondinettes aux yeux bleus complètement charmantes qu'on pouvait facilement reconnaître grâce à leur t-shirt respirant le bon goût et montrant des smiley face arborant le look d'Hitler. Eh bien, 7 ans plus tard, les Sieg Heil Sisters, comme on les appelait, sont maintenant âgées de 20 ans et ont complètement changé de croyance. Et tant qu'à changer, elles ont changé pour les sœurs Gade, comme ce l'était pour Michael Jackson à une autre époque, tout est noir ou tout est blanc. Or donc, de leur état de nazi, elles sont passées à celui de hippie, et tout ça grâce à la marijuana. S'il y avait eu du pot dans le temps de l'Allemagne nazie. Et voilà, c'est ça qu'il faut se dire. En effet, les deux jeunes filles ont souffert à l'adolescence de maladies rares et douloureuses, ce qui les a obligées à consommer de la Marie. Le ganja qu'elles consommaient les a rendues plus ouvertes, plus libérales, et elles sont donc devenues ouvertement adeptes du petit weed. Malheureusement, à la toute fin de l'entretien qu'elles ont eu avec le journaliste, celui-ci leur demande « Donc, vous ne niez plus l'Holocauste comme vous le faisiez à 13 ans? » Ce à quoi elles ont répondu non sans hésitation. Dude, Hitler, c'était pas le best, mais Staline non plus, dans le fond, puis Churchill non plus. Je pense que le monde devrait juste en revenir puis chiller un peu. Puis enrouler un gros juicy puis se blunter à la face. Les drogues douces, la chose qui fait en sorte que la réponse à absolument tout est juste chill, man. Chill, man. Ils sont passés du secondaire au cégep, dans le fond. Exactement. Là, à l'université, ils vont commencer à être intéressantes un peu. Alors, si vous avez... Julien, d'ailleurs, je t'ai envoyé une vidéo via Facebook. Si tu veux mettre un extrait de la chanson du groupe Prussian Blue. C'est légal, ça, faire ça? La chanson Victory Day. Non, mais c'est juste pour vous donner la vibe. Là. C'est deux petites filles de 13 ans, blondes. Il y a plus de dislikes que de likes sur YouTube. Ça n'a aucun sens, étonnant. là. Mais c'est bon. Racist Nazi-loving teenagers. Ils vont-tu chanter? Oui. Ils chantent. C'est comme deux petits anges qui chantent. C'est dégueulasse. En allemand? En allemand. Non, c'est des Américaines. De Bakersfield, en Caroline. Non, faut pas mettre tout sur le dos des Allemands. Attends une minute, là, ça part, là. Bon, on va on n'est pas obligé d'écouter tant que ça les paroles. On va pas se pour vous donner l'idée de la vibe. Oui. Passons donc maintenant à la section
policière de ce bulletin de nouvelles. On peut arrêter. Je me disais, je voulais peut-être pas fort. Bon, qu'est-ce que Non, on va passer à une autre étape. On va passer à la section policière. Si tu vas me chercher des sons de sirènes de police, libre à toi. Moi, ça? Oh boy, OK. Comment qu'on fait ça? Mais là, vous inquiétez pas, je vous parlerai pas de nos policiers ici au Québec, qui par ailleurs doivent se sentir vraiment brillants d'avoir servi d'outils de répression pour protéger les acquis des mêmes personnes qui tentent aujourd'hui des volets à deux mains. Mathieu. J'en ai parlé un peu, je m'excuse. Ça, j'ai hâte à l'épisode à VTL, la série C'est policiers. Oui, c'est comme j'ai hâte à cet épisode-là. En mairie, maudit. Ouais, ou l'épisode qui tue un gars en vélo, là. Ouais, ou l'épisode où il tire un sans-abri dans la rue. Ça aurait été cœur, hein? J'ai hâte. J'ai déjà hâte. Oh, ça, c'est de Police. Ah, de Police. Excellent lien. Moi, je pensais que j'avais parti une tonne sans m'en rendre compte. C'est le pouvoir des DJ. Donc, je veux parler de la police de Kansas City, en fait, qui avait un dilemme incroyable cette semaine. En effet, il devait, comme à l'habitude, remplir la besogne ordinaire et ennuyante, on va se le dire, très accessoire, de protéger et défendre ses concitoyens. Toutefois, et tout le monde le sait dans l'équipe, parce que tout le monde ici est fan de baseball. Ben oui. Et de football maintenant. Il y avait mardi dernier le match suicide de la Ligue américaine entre les Royals de Kansas City et les Aces d'Oakland. Ça, le match suicide, c'est un match supplémentaire, le 163e de la saison, qui détermine qui va en série et qui rentre chez eux les mains vides et le cœur gros. Mais avec le jeu maison. Voilà. Donc, se retrouvant devant cette situation insoutenable, le département de police de Kansas City a décidé de publier sur son fil Twitter: en ce moment, nous avons vraiment besoin que les gens ne commettent pas de crimes et qu'ils conduisent prudemment. Nous aimerions voir les Royals s'assurer de leur place en série. Puis, après que les Royals eurent effectivement remporté la game de façon dramatique, le bon officier attitré aux médias sociaux a ajouté « Wow! Juste wow! OK, tout le monde, vous méritez de célébrer cette victoire-là des Royals. » Et là, dans un élan Ron Burgundy-esque, il a ajouté « Keep it safe and classy, Kansas City. We know you will. » Hein? Quelque chose à ajouter là-dessus, il y a ma gang de sportifs. J'ai trouvé un bruit de police sirène. Trop tard, parce qu'on passe tout de suite au dernier segment. Non, mais je l'ai trouvé, je vais le mettre. Vas-y, ça va faire le pont. Pas une sirène de police, ça. Ça veut-tu dire que si la SQ durant le printemps... Eh mon Dieu, voilà. Je l'ai trouvé. Ça veut-tu dire que si la SQ durant le printemps érable avait dit sur Twitter: pouvez-vous pas faire de casse? Il y en aurait pas eu. Effectivement. Je vous ai de le demander avec un s'il vous plaît. Oui, la première, prenez des notes. C'était tout simple. On était à un tweet d'éviter tout ce chaos. Dommage. Donc, dernier segment de la semaine, un reportage médical, rien de moins. Je vous amène dans le monde merveilleux du médical. Ça, c'est dole, ça. Mais Julien, je te parle de la maladie qui se nomme la sexsomnie. Oh mon Dieu. Hein? C'est déjà, c'est un petit peu intéressant. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Se masturbe? Ben, t'es pas loin, c'est plus large que ça, mais t'es tout près de la bonne réponse. La femme de mes rêves, en fait. C'est-tu comme l'insomnie, genre tu peux pas avoir de sexe, parce que si c'est ça, moi je l'ai, cette maladie. Je te dirais que moi aussi, ces temps-ci. Non, la sexsomnie, c'est une forme de somnambulisme très rare qui amène les gens qui en souffrent à avoir des relations sexuelles complètes, sans tenir compte de l'envie de son partenaire et sans s'en apercevoir soi-même. Ils violent on n'est pas loin d'un viol. Ils violent leur partenaire dans le sommeil. En avril dernier, d'ailleurs, le Suédois Mikael Alvarsson a réussi à prouver qu'il souffre de cette maladie et il a été acquitté des accusations de viol qui pesaient contre lui. Mon Dieu, une défense incroyable. Le premier cas de sexsomnie a été découvert officiellement en 1996, mais les chercheurs créé un dangereux précédent. Oui, mais vraiment. Il a légitimisé le viol. Prenez des notes avant mais ça remonterait aussi loin qu'au Moyen-Âge. Il y a des écrits qui montreraient que des gens auraient déjà exprimé ce problème. Ouais, au Moyen-Âge, ouais. Bon, OK, on peut s'entendre que c'est peut-être quelqu'un qui avait comme était un peu trop affectueux avec les animaux de la ferme, puis c'est trouvé une excuse commode, là. On peut se dire ça, mais en tout cas, toujours est-il que les scientifiques le disent. Chez les femmes, la sexomnie se traduit souvent par la masturbation, alors que chez l'homme, c'est plutôt la pénétration. Mais le plus gros problème avec la maladie, c'est que plusieurs hommes qui en souffrent deviennent agressifs et violents pendant l'acte. Autre problème, plusieurs hommes se servent de cette défense pour tenter de s'en tirer. Mais on dit que la cour se laisse rarement berner par ce genre de temps. Envoyer un tweet, ça va arrêter de être là. Mais qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de partenaire? C'est l'oreiller ou le chien. Ils sortent dehors et ils en trouvent. Où ça s'arrête, là? Alors qu'on est juste entre nous et que je fais vraiment confiance à nos nouveaux invités, je tiens à vous dire que ça m'est déjà arrivé. Une de mes ex-copines qui m'a dit que pendant la nuit, je l'avais agrippée et j'avais commencé à la zigner
littéralement. Puis Ouais, que ben, c'est pas que t'es en train de rêver, par exemple. Oui, non, mais tu sais, ça, c'était plus intense que des petits spasmes. Là, c'était physiquement. Tu serais sexomniaque. J'ai été sexomniaque au moins une fois. Mais là, Maxos pourra plus dormir tranquille. Justement, la nuit dernière, j'ai passé au bat, comme on pourrait dire. On peut le Tu dire. fermes ta porte maintenant? Ouais, mais j'ai pas de barre. Alors voilà, faites attention à ça, la portes à sexomnie. J'ai très mal. On sait pas dans l'article, il disait pas d'où ça venait puis par quoi c'était causé, mais faites attention tout le monde. Mais s'ils savent pas par quoi c'est causé, non, mais c'est un article que j'ai pris dans le journal Métro, fait que je pense pas qu'ils sont allés très à fond la caisse dans l'étude. Il va falloir qu'ils remplissent une coupe de Ben, pages. c'est ça qui arrive. Ben, je présume que ça existe réellement, quand même. C'est une forme de somnambulisme, tout simplement. Ben écoutez, je peux faire un sauce 5 là-dessus. Ah oui. Ah ben oui, ben sur Marianne. Fait que voilà. La musique qui fait. Juste avant pour le presse. Ok, alors, ok, désolé. Ben, c'était Décideret. Merci tout le monde. Merci Nicolas. Merci Maxime. Merci Dom. J'espère que t'es correct. Ouais, Mathieu, Étienne. Et merci Eric et Simon. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Est-ce que vous recommandez l'expérience Décideret? Absolument. Oh, ben, certainement. Ben, Eric, tu reviendras à ton prochain film. Ben, certainement, surtout qu'on a des excuses maintenant. En plus. Mais c'est très éducatif, Décideret. Ouais. Imagine, Eric, ton 3e Décideret, quand même, je pense. Non, mais moi, je pense que j'aimais 203, puis Petit Train va loin, tu sais. On a mis 2. Ah, il est très savant, c'est ça qu'on l'invite. Ah non, mais sans blague, avant qu'on termine, le livre est en librairie, puis le lancement a lieu lundi, le 6. Le lancement, au Cheval Blanc, lundi le 6. On va-tu avoir de la boisson? Non, mais ben de la sexomnie. Yeah! Ok, ben merci beaucoup. À la semaine prochaine, allez acheter ça. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique.